Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des études de sol et du dimensionnement des fondations. Donc effectivement, c'est la base pour un projet de construction. Il est clairement indispensable d'avoir ce genre d'études pour faire une maison et dimensionner comme il faut la structure pour pas avoir de problème dans le temps, avoir un ouvrage qui soit périn. On dit souvent c'est la base de la maison et si on a des bonnes fondations, on a souvent un chantier qui sera serein. Alors donc je suis Jalal Alvis, ingénieur et métier, dirigeant du bureau d'études Techni Partners, donc un bureau d'études spécialisé dans l'analyse des sols, l'analyse des eaux et également l'infrastructure des bâtiments. Notre rôle, c'est d'expertiser les terrains avant projet de construction, de façon à, comme Loïc l'a très bien dit, pérenniser les fondations qui sont effectivement la base de la solidité et de la vie d'un ouvrage. Alors, quand on parle de fondation sur une maison, on va parler en fait de la partie invisible du soubassement, en fait, ce qui va être dessous, ce qui va porter le bien. Alors, je le facilite un peu, je suis pas ingénieur. On va en fait dimensionner ces fondations. Donc, en fait, c'est un gros rectangle vulgairement dit, et on va, en fonction de l'importance du terrain, l'élargir, l'augmenter, changer les ferraillages qui sont dedans pour avoir plus ou moins de rigidité sur la structure, voire même d'avoir, donc on va dire qu'on a 4 grands sujets. On va avoir le terre-plein, ce qu'on a fait pendant des années, qui doit être 80% des bâtiments Oui, d'aujourd'hui. oui, tout à fait, oui, qui est en fait tout simplement l'infrastructure assez classique. Une maison, d'abord, on la construit à plat. Et puis après, on a le vide sanitaire. Alors nous, c'est la solution constructive qu'on choisit dans 95% des cas. On va dire c'est un terre-plein, mais la dalle est portée. On a un petit peu plus de rigidité, on est plus serein, et puis c'est plus facile d'aller plus profond en fonction des études qu'on nous fournit. Tout à fait, c'est également plus sain pour la pérennité de l'ouvrage, dans le sens où l'intérêt du vide sanitaire, c'est qu'on est un petit peu décollé de la terre, ça permet une certaine circulation d'air sous les maisons, donc ça permet bien évidemment un meilleur confort thermique au passage. Et puis on a ce fameux gaz cancérigène qui impose aussi d'avoir le vide sanitaire dans les zones. Dans les zones radon, c'est le radon. Merci. Donc le radon, en fait, c'est un gaz qui a des propriétés radioactives, qui est naturel. Et c'est vrai qu'en région Rhône-Alpes, on est dans des zones qui sont particulièrement sensibles à la présence de radon. En fait, je crois que l'argile le développe, donc c'est de là qu'il s'échappe. Donc on est quand même souvent dans des zones argiles. Et le fait d'être sur vide sanitaire, on évite de le faire rentrer dans l'habitat. Tout à fait. De toute façon, c'est un gaz qui est créé effectivement par l'argile. L'argile, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait des résidus de végétaux qui, dans le temps, se sont entre guillemets dégradés au sol, créant un complexe avec le terrain déjà en place. Et D'accord. donc, c'est finalement en fait une réaction chimique que de créer du radon, mais une réaction chimique naturelle. D'accord. Donc ça va être dans la plupart des cas ce qu'on choisit en système constructif. Et puis après, selon la typologie de terrain, quand on a des remblais ou des portances très faibles, on va avoir le radier, où en fait on fait un gros bateau en béton. La maison va pouvoir tanguer, mais sans jamais se casser. Là, c'est assez gourmand en béton. Oui, c'est une trentaine de centimètres de béton en fait au sol, où c'est tout simplement le jeu du poids et de la compression de la maison sur la capacité du terrain. Effectivement, quand le terrain a une faible capacité, finalement, accroître la pression sur le terrain fait que ça tient. Comme un bateau. Plus vous avez un gros bateau, moins il bouge. Ouais. Et puis après, on a la plus douloureuse des solutions, on va dire, c'est le micro-pieu, où là, on va venir faire une maison sur pilotis et descendre des pieux et utiliser le frottement sur la longueur de ce pieu pour tenir la maison. Donc, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'intérêt d'un micropieux, c'est depuis la plateforme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la maison à plat, c'est simplement de passer éventuellement une couche qui serait même pas assez résistante pour faire un radier, mais qui pourrait être constituée d'argile en cours de dégradation, ce qu'on appelle de l'argile verte, c'est-à-dire par exemple sur un terrain qui a été récemment défriché. Alors, on parle de défrichage à l'échelle d'un temps géologique. Donc ça peut peut-être parfois être un terrain qui a été effectivement défriché il y a 50 ou 60 ans et sur lequel les végétaux sont en fait en
court d'intégration dans le sol. Et on va avoir à cette période ce qu'on appelle simplement des argiles vertes, c'est-à-dire des matériaux en décomposition qu'il faut qu'on traverse. C'est des matériaux naturels. Ça peut être aussi parfois dans des terrains dans lesquels il y a eu de l'activité humaine. On n'est pas sans savoir que quand on construit une maison effectivement en extérieur des communes, il peut y avoir eu de l'activité agricole. Donc il y a eu parfois des blés remblais de terre végétale ou de terre qui était destinée aux animaux. Et là, on va devoir aussi traverser des fois une couche peu portante pour aller toucher une couche plus dure en bas. Et c'est dans ce cas-là, en fait, que les micropieux se justifient principalement. Effectivement, il existe 3 grands types de fondations. La plus classique pour construire une maison individuelle, c'est ce qu'on appelle les fondations superficielles. Elle se décline en 2 types. La fondation par semelle filante, qui est la plus classique, où il s'agit tout simplement d'encuver à environ 1 mètre de profondeur une semelle qui va faire entre 60 cm et 1 mètre de large, avec des armatures sur environ 40 cm de hauteur. Et cette semelle, en fait, est creusée dans le sol, puis bétonnée et coulée en place. La deuxième typologie, c'est le radier. On crée une plateforme sur laquelle on fait un apport de matériaux de type matériaux de carrière, c'est-à-dire des cailloux de calibre moyen qu'on va en fait apporter puis rouler au sol avec un petit rouleau compresseur dans le cadre d'une maison individuelle, et ensuite créer en fait une plateforme de béton de 25 à 30 cm avec des armatures lourdes, on va dire, dedans, un grand ferraillage. C'est-à-dire qu'on va mettre à peu près, pour donner une idée, sur 1 mètre carré de radier, on a à peu près une 50aine de kilos d'armature pour en fait faire corps avec le sol. Voilà donc ce qui est des fondations superficielles. Après, on a les fondations dites semi-profondes. Ces fondations, elles servent surtout au cas où en fait une plateforme de terrain serait un petit peu surélevée, et elles permettent de descendre jusqu'à environ 2,50 m dans le sol pour porter sur un horizon plus profond qui serait dur. Puis, la troisième solution, c'est ce qu'on appelle les fondations profondes. C'est quand on va chercher des profondeurs d'ancrage de l'infrastructure, par exemple dans de la roche qui serait située au-delà de 2,50 m, 3 mètres, 6 mètres dans le sol, où effectivement ça impose une technique de forage plus complexe, puisque là on va venir avec une foreuse et un micropieux qui se présente tout simplement comme une grosse vis en métal sur laquelle on va à la fois la faire tourner, c'est-à-dire la roto-perforer, et la frapper en même temps pour l'enfoncer. Dans 90% des cas, on va être sur de la semelle peu profonde, semelle filante classique, quoi. Et après, on a effectivement sur des très grandes maisons ou sur des typologies de terrain assez rares quand même, on arrive à avoir des fondations profondes, mais sinon c'est effectivement la semelle filante qui est le plus représentée dans la maison individuelle. Oui, la semelle filante est effectivement la solution qui est la plus représentée, parce que c'est à la fois une solution qui est de technologie courante. La plupart des entreprises de maçonnerie locales qui sont nos partenaires peuvent travailler cette solution sans trop de difficultés, et avec un matériel relativement classique, mini-pelle, toupie de livraison de béton prête à l'emploi sur place, ce qui fait que c'est la solution qu'on utilise la plupart du temps. Le sol, c'est un matériau naturel. Et l'adaptation au site, le terrain, c'est quelque chose sur lequel on a en fait le moins de possibilités de créer des solutions techniques industrielles pour pouvoir répondre à une problématique future. C'est très simple. Vous cassez une vitre, vous allez pouvoir refabriquer une vitre en usine. Vous avez une fondation qui est mal dimensionnée, vous ne pourrez pas reprendre comme ça le sol, parce que le sol, lui, il est là et il restera là. Et c'est ce pourquoi il est très important d'avoir effectivement, pour une construction, un mode de fondation qui soit adapté à son environnement et donc de fait à son sol. Oui, même quand on fait des constructions ossature bois ou des constructions plus légères, la plupart du temps,
On va venir quand même faire des sous-bassements de type vide sanitaire, c'est-à-dire des fondations calculées et portées de manière classique pour pouvoir poser l'ouvrage extérieur, quoi. Une étude de sol, ça va consister à faire principalement 2 choses. Regarder les matériaux qu'on va trouver dans les substrats, c'est-à-dire les couches de sol superficielles du terrain. Donc pour ça, on va faire un essai, soit avec une mini-pelle, c'est-à-dire qu'on vient avec une mini-pelle et puis on va excaver le sol comme un terrassier l'aurait fait pour aller regarder les différentes couches jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. On peut aussi le faire en mettant une tarière, qui est en fait un petit nez rotatif qui va sortir les couches de sol en creusant, et puis le technicien va en fait examiner les différentes couches de sol à mesure qu'elles sortent. Ça, c'est le premier essai qui est un essai descriptif. C'est de la géologie pure, quoi. On regarde les substrats, les couches, et puis on analyse pour savoir. Tout à fait. Voilà. Et donc en fait, on regarde, est-ce qu'on a de l'argile, est-ce qu'on a du sable, est-ce qu'on a des terrains de remblai. Et en fonction de ça, on va caractériser, on va dire, les matériaux, généralement visuellement. Et puis, si on a un doute sur ces matériaux, le technicien va en fait les prélever et les ensacher sur le terrain. On va ensuite les emmener à notre laboratoire, donc à notre bureau de Dagneux, où là, on va regarder en fait plus en détail les éléments et où on va pouvoir faire aussi des analyses physico-chimiques qui vont permettre de caractériser éventuellement certaines problématiques, comme par exemple la présence d'eau, ou le fait que les matériaux soient par exemple avec un indice de plasticité du matériau et de comportement qui soit peut-être inadéquate. On a vu le cas où on faisait les fondations, la portance n'était pas si mauvaise, mais chaque fois qu'on descendait, les parois s'effondraient. Tout à fait. Ça par exemple, c'est exactement un cas typique de matériaux qu'on a analysé en laboratoire, puisque effectivement la résistance était bonne de ce matériau, mais son comportement donc granulométrique, c'est-à-dire sa cohésion, n'était pas bonne. On a ensuite un second essai, qui est un essai purement calculatoire, qui est l'essai pénétrométrique. L'essai pénétrométrique consiste à venir avec un appareil qui va être équipé d'un marteau, qu'on appelle un mouton dans le langage courant. Ce marteau va faire un cycle régulier sur l'appareil qui est monté par une poulie, et puis il va en fait monter à 1 mètre, puis être relâché sur une tige, et on mesure avec ça une vitesse d'enfoncement dans le sol qui, fonction des sections, du poids et autres de tout notre appareillage, va permettre de déterminer une valeur qu'on appelle une valeur QD, qui est une notion de pression du sol exprimée en bar. Le métier d'ingénieur en géotechnique fait qu'il y a un certain nombre d'équations, d'éléments de calcul et autres qui vont rentrer en compte pour déterminer cette valeur, mais c'est effectivement cette valeur cible avec laquelle ensuite on va déterminer le type de fondation. Très concrètement, si on est inférieur à 1 bar en termes de pression, on va très souvent partir sur davantage des fondations profondes. Si on est entre 1 bar et 2 bar 5, on va être plutôt sur des solutions un petit peu de type radier ou fondation semi-profonde. Et si on est au-delà de 2 bar 5, qui est finalement une valeur qui est en fait assez souvent atteinte dans le cadre des projets, on va être en fondation superficielle tout simplement. Et puis après, les grandes règles, alors on est à 2, 2,5, et puis après les grandes règles va être la profondeur. Si on a de l'argile, tout de suite on sait qu'on va descendre à 1,50 m aujourd'hui sur le fond de forme de nos fondations pour protéger l'hygrométrie. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les fondations doivent être aussi protégées par rapport à leur environnement et aux matériaux d'environnement. Et là, il y a également des règles. Et vis-à-vis des argiles, la règle est qu'elles doivent être positionnées fonction d'une valeur atteinte autour de 2 bars et demi de valeur, entre 1,20 m et 1,50 m. Alors, l'étude de sol n'est pas obligatoire pour obtenir le permis. La seule étude aujourd'hui avec la loi sur l'eau, c'est l'étude hydro, qu'on va peu aborder aujourd'hui, mais qui est en fait le dimensionnement des rétentions ou infiltrations d'eau pluviale en fonction d'une perméabilité qu'on crée en construisant. Donc on pense en fait
ce qui se passait avant que le bâtiment soit là. Mais donc la partie structure n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas où ils vont nous demander quand même des engagements au permis. Ça va être en cas de sismicité. Ça peut être en cas de sismicité, ça peut être en cas de forte pente. Ça peut aussi être en cas de connaissance de la part des services préfectoraux ou communaux d'un véritable risque dans le secteur. Avec des sinistres. Ouais. Avec de la sinistralité ou également ça peut être des connaissances environnementales. L'existence par exemple d'un ancien site de production ou autre qui aurait pu induire des problématiques géotechniques. Effectivement, mais moi j'ai rarement eu le cas où on me demande une géothèque au permis. Non, c'est assez rare, tout simplement parce que ça n'est pas nécessairement le rôle des communes que de garantir en fait la notion d'assurabilité d'un ouvrage. De l'ouvrage, ouais, c'est ça. Il faut la faire de manière, à mon sens, indispensable, parce que c'est ce qui va tenir l'ouvrage. Et on a déjà eu le cas où 3 mètres à côté, on a un trou de remblai. On a déjà eu le cas où 2 maisons sur le même lotissement, on n'a pas les mêmes fondations. Et si on ne fait pas cette analyse-là, bien malin celui qui, comme ça, en regardant le terrain, sait ce qui se passe dessous. Parce qu'il s'est passé des millions d'années et des fois des centaines d'années où l'homme a pu remblayer, creuser, travailler le terrain. Et la portance, elle se fait pas en centaines d'années. C'est pas parce que la Terre elle a 40 ans qu'elle porte une maison. À partir du moment où ça a été décompressé, il faudrait, je sais pas une notion, mais en fait il faudrait une durée énorme en fait, pour qu'il n'y ait pas d'impact. En fait, la question, si tu veux, elle est double. Elle est que d'un côté, il y a effectivement, oui, des données géologiques qui disent qu'on va avoir des alluvions du quaternaire, du tertiaire et ainsi de suite. Enfin bon, on va pas retourner sur la notion de nos cours de géologie de 4e, mais si on regarde surtout l'activité humaine, et c'est justement bien ça souvent l'origine d'une problématique géotechnique, c'est que on peut des fois avoir un retour sur 25-30 ans parce qu'on va avoir peut-être une connaissance des fois des anciens du village qui vont nous dire ah bah, là il y avait ça, là il y avait ça. Mais parfois on l'a pas. Parfois c'est plus vieux et puis finalement on n'a plus personne qui sait véritablement ce qui s'est passé. Et effectivement quand un terrain est mis en constructibilité, il est absolument nécessaire de regarder ce qui se passe dedans, même au-delà du fait de dire que peut-être qu'on savait qu'il y avait ci ou qu'il y avait ça. C'est vraiment l'idée de s'approcher au plus près d'une réponse technique qui soit la plus exacte possible. C'est ça. Même, je me souviens aux Olmes, on avait eu le cas d'un bâtiment qui avait été rasé une 50aine d'années. Et nous, quand on a mis la maison, effectivement, on avait des problématiques que sur la zone garage, là en l'occurrence, où il a fallu aller chercher le bas des fondations de l'ancien bâtiment. Mais ça, d'un point de vue anthropique, c'est quelque chose qui est assez classique. Je prends par exemple dans nos régions, on est une région dans laquelle il y a eu beaucoup de viticulture. Et effectivement, toutes les parcelles ne se valaient pas. Donc, tout simplement, quand on a commencé à consommer un petit peu moins de vin en France, donc on va dire à partir des années 50 par là, puisque l'interdiction du vin dans les écoles, c'est 1956, et progressivement, il y a eu des parcelles qui étaient viticoles qui ont été tout simplement défrichées les unes derrière les autres. Sauf que sur ces parcelles, il y avait de vieux chais, il y avait parfois des maisons, il y avait parfois des zones dans lesquelles on avait fait de l'apport de terre pour gagner 50 mètres carrés. Et ça, dans les villages en fait aujourd'hui, on n'a aucun historique, à part si on fait une étude géotechnique. Ouais. La G1, c'est vraiment une information sur la typologie de sol, l'historique de ce sol sur une zone marquée. C'est indispensable et obligatoire pour la vente d'un terrain en zone argile modérée. Donc si on est en argile faible, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Maintenant, on va conseiller quand même les vendeurs pour se protéger de l'exécuter
Parce que quand on vend un terrain, on va dire que pour faciliter et pour rassurer les acquéreurs, c'est une très bonne chose que de présenter la typologie de son sol en disant vous inquiétez pas, vous pouvez acheter mon terrain, ou attention, il va falloir des fondations spéciales, j'en ai tenu compte dans mon prix, vous êtes au courant. Ça peut protéger vraiment le vendeur du terrain. Et puis après, la G2, ça va être un petit peu plus élaboré avec un pénétromètre. Et ensuite, il y a la G2 Pro là, qui va dimensionner les fondations. Après, Jalal va nous l'expliquer de manière un peu plus technique. Oui, alors, l'étude G1, effectivement, c'est une étude dans laquelle on va surtout répondre à une obligation d'information, puisque sur le principe, quand on vend un terrain, on ne connaît pas le projet de son acheteur. Mais on peut quand même aussi déjà réfléchir à où va être la maison, quelle taille de maison on va pouvoir faire, parce que ça, c'est des paramètres qui sont en fait très importants pour la décision d'achat. Or, quand il y a un programme de construction, il y a nécessairement le vendeur d'un terrain et puis un acheteur qui se projette dans le projet de sa future maison. Donc, l'idée de la G1, c'est effectivement, oui, de rassurer, mais c'est aussi de permettre de rapprocher les trois parties sur une vraie réponse technique et surtout la possibilité de connaître le prix d'adaptation au terrain du projet entre un vendeur, un constructeur de maisons individuelles et un acheteur. Là, on repart sur nos 3 typologies de fondation. Là, on va tout de suite savoir si effectivement on va être peu profonde, semi-profonde. La G2, alors il faut savoir qu'il existe 2 types d'études G2. Il y a une G2 qui s'appelle la G2 AVP. Cette étude, elle est davantage pratiquée, on va dire, sur des gros programmes, type bâtiment industriel, gros programme de logement. En fait, elle permet en phase avant-projet de définir certains paramètres par rapport à des investigations lourdes, plus profondes, des choses comme ça, mais c'est plutôt pour de la stabilisation de parois, des fondations d'industrie, ce genre de choses, des parkings souterrains. Donc ça, on va plutôt volontairement le mettre de côté pour parler de la maison individuelle. La G2 Pro, elle, quand on l'a fait pour une maison individuelle, elle est très simple. Il y a 3 sondages à l'intérieur minimum, 3 essais pénétrométriques minimum sur le terrain, sur l'emplacement futur de la maison. De là, on en déduit un mode de fondation, on dimensionne ce mode de fondation de façon à ce que le constructeur de maison individuelle puisse tout de suite le chiffrer dès qu'il reçoit notre étude. Donc aujourd'hui, ça c'est ce que nous on va établir dans 100% des cas. Oui. Et c'est, je dirais, le bon sens veut qu'on fasse effectivement des G2 Pro, puisque la G2 Pro intègre un aspect dimensionnel. Alors on essaye de le faire au plus vite. Souvent, en fait, comme l'hydro est obligatoire, on va venir coupler les deux. C'est à peu près les mêmes outils dont on a besoin, sauf le pénétromètre. Mais souvent, on couple les deux et au moins, on a vraiment une cartographie détaillée. Et ça, c'est une intervention qui arrive. Alors, si on a vraiment des doutes, des fois, on le fait faire avant l'acquisition. L'inconvénient, c'est qu'il y a un vrai coût pour l'acquéreur, mais qui est indispensable à la base du projet. Et si dans certains cas, il faut le faire de toute façon avant le démarrage du chantier pour être sûr d'avoir bien dimensionné nos fondations. Oui, moi je conseille effectivement de le faire en amont du démarrage de chantier, c'est-à-dire une fois que le projet architectural est calé dans ses très grandes lignes, parce que c'est vrai que sur une étude de sol, effectivement sur un terrain, on n'est pas forcément non plus à quelques centimètres près, mais quand on connaît l'emprise de la maison, quand on connaît sa typologie avec sous-sol, sans sous-sol, le nombre d'étages, là, effectivement, on va pouvoir déclencher une véritable étude de conception qui permet de définir les sections et les dimensionnements de fondation. C'est là la difficulté. C'est vrai que si on ne sait pas exactement quel projet on fait, on ne va pas pouvoir faire une étude une G2 Pro qui a besoin de s'appuyer sur le projet. Une étude G1 qui comprend bien évidemment des investigations sur le terrain. Alors là, j'attire effectivement l'attention sur un point. L'étude G1 aujourd'hui, rentrant dans le cadre de la loi Elan, il y a eu un peu une multitude d'offres Internet qui se sont développées.
mais certaines sont des offres Internet dans lesquelles c'est finalement juste une simple enquête faite à distance et il n'y a aucune mesure sur le terrain. Pour qu'une étude G1 soit réellement sérieuse, il faut une analyse terrain. Une étude G1 avec une analyse terrain, ça tourne aujourd'hui entre 1200 et 1400 euros. L'étude G2 Pro, elle, de toute façon, ne peut pas être faite sans une analyse de terrain et une note de calcul de dimensionnement. Et une étude G2 Pro a généralement un prix qui est situé entre 1600 et 1800 euros. Alors, l'impact sur le budget, il peut être très important. On a quelques cas où, effectivement, par exemple, on a eu un cas en zone de Balme avec conditions de fontis, plus des ouvrages spécifiques. Donc là, il y a un réel surcoût sur le bâtiment en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais on va dire que dans 90% des cas, Oui. la fondation superficielle, on va juste l'ancrer un peu plus ou un peu moins profond et on va avoir des impacts en milliers d'euros. Si on doit descendre un petit peu plus, élargir un peu nos fondations ou ferrailler différemment, on n'est pas sur des surcoûts colossaux. Là où on va basculer sur des gros leviers, ça va être dans le cas où on a un radier ou dans le cas où on va avoir, alors là c'est la plus coûteuse puisqu'on va avoir vraiment besoin de machines spécifiques, c'est les micropieux. Où là on peut passer 25-30 000 euros Oui, tout à fait, pour des ouvrages pas très grands. Oui, c'est vrai qu'effectivement, l'incidence aujourd'hui sur une maison qui serait sur micropieux avec un ancrage classique, c'est-à-dire entre 6 et 8 mètres, va tourner autour de 25 à 30 000 euros de coût de réalisation. Pour une maison individuelle Donc en base, là, 120 à 140 mètres carrés. Donc là, il est vraiment important de le savoir dès le départ du projet pour pouvoir le financer, ou en tout cas parce qu'il y a une vraie problématique budgétaire. Effectivement, la seule obligation, une fois qu'on a une étude de sol, c'est de la respecter. Oui. C'est-à-dire que cette information, une fois qu'on l'a, on ne peut pas la mettre sous le tapis, quoi. Ou en tout cas, en cas de problème, ça va nous coûter très cher. Donc, il n'y a aucun intérêt à le cacher. Et puis, Et de plus, dans le cadre d'une étude de sol, aussi, je pense qu'il est bien de parler de l'accompagnement qu'on a dans le cadre de notre partenariat, qui est que en cas de moindre question qu'il y aurait en cours de chantier à l'ouverture des fouilles, le géotechnicien effectivement est amené à se déplacer sur le chantier pour réaliser les examens complémentaires qui pourraient être nécessaires. Tout à fait. Parce que comme quand on fait une étude de sol, on va faire effectivement 6 points sur la maison, il se peut qu'il y ait parfois un 7e point, sur lequel il y a quelque chose qu'on n'ait pas vu ou qu'on ait besoin d'une analyse complémentaire en cours de chantier. C'est vrai que là, c'est un cas quand même plus rare, mais effectivement, on peut avoir des surprises quand on terrasse, et dans ce cas, il y a une intervention supplémentaire. Il y a aujourd'hui effectivement une évolution des règles, il y a une évolution sur la connaissance des risques, mais une véritable évolution sur les types de fondations, en fait, je dirais que non. On est toujours quand même sur les mêmes typologies, c'est-à-dire de la semelle filante, du radier ou effectivement de la fondation profonde type pieux micropieux. Mais c'est davantage les actions préventives aujourd'hui qui sont à privilégier, c'est-à-dire mettre les fondations plus profondes, comme je disais, en cas de présence d'argile à risque entre moins 1,20 m et moins 1,50 m. Également réaliser des drénages propres autour des maisons. Et je vais rajouter aussi quelque chose qui est nécessaire à la vie de l'ouvrage vis-à-vis de ces nouveaux risques climatiques. C'est effectivement, je pense, un aspect très important qui est la maintenance de l'ouvrage. C'est-à-dire de garder par exemple l'ensemble de ces sous-bassements ou de ces bords de maison propres et vierges de toute terre à risque. C'est de s'assurer que ces réseaux de drainage ne sont pas encombrés. C'est également d'être vigilant à la moindre apparition de fissuration. Et en fait, c'est tous ces éléments qui feront que vis-à-vis des nouveaux aléas climatiques, le propriétaire d'une maison sera mieux protégé. Il sera toujours mieux protégé par l'anticipation que par la correction finalement d'un sinistre une fois le sinistre arrivé. Quand on regarde un terrain qui serait en pente
Et bizarrement, nous, notre terrain, on voit qu'il a un replat avec un mamelon. Là, on sait souvent que ça va être du remblai. Il faut se baser sur les terrains extérieurs, peut-être 10, 15, 20 mètres plus loin. Donc, regarder autour ce qui se passe, c'est souvent déjà une première approche de savoir si on va pouvoir se contenter d'une fondation spécifique ou pas. Ouais. Donc souvent, quand on voit cette typologie, on sait qu'on va avoir tout de suite des fondations qui vont descendre au moins à la hauteur du terrain naturel. Puisque la spécificité, c'est qu'on ne peut pas faire de fondation sur du remblai, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est pas parce qu'il y a de la terre et un tas de terre qu'il va porter la structure. Après, des fois, on a des affleurements rocheux. Alors là, bon, on va dire que c'est pas la fondation qui va coûter cher, mais c'est justement d'enlever la roche qui va coûter cher, puisqu'il va falloir un brise-roche. C'est vrai qu'on a parlé que des cas où le sol est pas bon, mais des fois il est trop bon. Oui, c'est vrai que parfois, effectivement, on peut avoir des sols rocheux ou des sols sableux. Il y a aussi une solution pour un petit peu connaître son sol qui est de regarder les parcelles environnantes, mais aussi de regarder la végétation naturelle. Si par exemple on a une végétation qui va être très sensible à l'eau, ou comme du sol pleureur, ou si on a une végétation qui est davantage plutôt à préférer le sable, comme par exemple des conifères. Ça aussi, ça va nous donner des indications potentiellement sur le type de terrain qu'on va rencontrer. Donc effectivement, voilà. Donc quand on regarde tous les éléments, ça donne des indications. Maintenant, il est très compliqué de savoir ce qui va se passer dessous. Et il y a autre chose quand même à tenir, à prendre en compte, même si on va drainer 100% des vides sanitaires ou sous-sol, mais il y a les amenées d'eau. Ça, c'est vrai que c'est une grosse part des sinistres, c'est-à-dire on arrive et puis quand on creuse, on se trouve avec une vanne d'eau. Ça, c'est assez compliqué. Des choses comme ça. Ouais, ça, c'est assez compliqué à trouver. Et c'est vrai que si jamais ça arrive, il faut bien prévoir de la dévoyer et de ne pas la laisser sous l'ouvrage, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, l'eau, le ruissellement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important dans la géotechnique. Alors il faut savoir déjà que dans les essais, quand on va faire un sondage à la tarière ou au pénétromètre, on va le voir. C'est-à-dire que s'il y a une présence d'eau, en fait, on va tout simplement remonter les tiges du sol. On examine toutes les tiges pour vérifier si elles sont humides ou si elles ne sont pas humides. Et en fonction de ça, on en déduit une profondeur à laquelle on aurait pu rencontrer de l'humidité, par exemple. Après, il faut tomber dessus, parce qu'une maison, elle fait 20 mètres de long. Si on fait les deux angles et que ça passe au milieu, des fois, on le voit pas. Parce on peut aussi ne pas le voir, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est l'eau aujourd'hui. Il faut vraiment en tenir compte. Et puis surtout en zone argile, puisque ça a un vrai impact sur le gonflement et le retrait des argiles. Oui, tout à fait, parce qu'il y a à la fois effectivement l'eau contenue dans le sol et il y a aussi l'eau de ruissellement qui peut être à prendre en compte. C'est ça. Le risque, en fait, c'est tout simplement que si les fondations ne tiennent pas, elles vont d'abord bouger. En bougeant, elles vont créer des fissures. Ces fissures vont avoir un impact sur la totalité des ouvrages de la maison. C'est-à-dire que quand vous avez une problématique en fondation, vous ne pouvez souvent plus fermer vos fenêtres. Vous allez avoir des fissures sur votre carrelage. Vous pouvez également avoir des problèmes qui vont apparaître par rapport à des éléments de plomberie ou autres qui vont bouger parce que la maison va bouger dans sa totalité. Et en fait, une mauvaise fondation, ça a un impact sur la totalité de l'ouvrage. Et dans les cas extrêmes, effectivement, ça peut le rendre impropre à la destination. On a vu des ouvrages qui étaient réalisés là dans les années 70 sur le secteur, sur des communes comme Bully. On passait le bras à travers le mur. À travers les fissures, oui, tout à fait. Ouais. Aux vendeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'aurais tendance à dire faites au moins une G1, c'est rassurant pour tout le monde. Certes, ça a un coût, mais bon, aujourd'hui on vend ces parcelles de terrain à des prix qui sont importants. C'est bien d'apporter, on va dire, cette information à votre acheteur, ça vous protégera aussi. Ensuite, on va avoir, pour l'acquéreur, pour moi, il est indispensable de faire une étude de sol et de dimensionner convenablement ses fondations sur tous les ouvrages. Même en rénovation, là... oui, même dans les ouvrages rénovés, effectivement, aujourd'hui, on fait des études de sol. On a eu le cas, on a fait... Alors,
il faut savoir aussi qu'en cas de sinistre, le fait d'avoir fait une étude de sol, nous sommes, nous, bureau d'études géotechniques, soumis à la garantie décennale construction. Donc, en cas de problématique liée à l'interprétation des sols, notre assurance pourra tout à fait être appelée. Et c'est aussi potentiellement se dire qu'on sécurise finalement son projet de vie en sécurisant ses fondations. Ouais, c'est ça.